Il y a quelques jours, un rapport de 219 pages est sorti au Royaume-Uni. Un rapport financé par 20 000 donateurs parce que le gouvernement britannique a refusé de le faire lui-même. Ce rapport dit ceci. Au minimum 250 000 jeunes filles blanches ont été victimes d'agressions répétées, d'exploitation collective, de trafic humain, de violences physiques, de grossesses imposées et de traumatismes durables. Pendant des décennies, dans des dizaines de villes, sous les yeux de la police, des services sociaux, des écoles, des hôpitaux et du gouvernement. Et personne n'a rien fait. Parce que tout le monde avait peur d'être accusé de racisme. Et si je te parle de ce rapport aujourd'hui, c'est pas juste pour te raconter ce qui s'est passé en Angleterre. C'est parce que le même phénomène est en train de se développer en France. Et personne n'en parle. The Rape Gang Inquiry Report. Il a été publié le 16 juin 2026 par le député indépendant Rupert Lowe, ancien membre de Reform UK, aujourd'hui leader du parti Restore Britain. Ce document a été entièrement financé par des citoyens ordinaires. Plus de 600 000 livres sterling. Plus de 20 000 personnes ont contribué. Pourquoi pas le gouvernement? Parce que malgré les demandes, malgré les preuves accumulées, malgré des décennies de témoignages, l'État britannique a refusé de lancer une enquête nationale officielle dotée de pouvoirs contraignants. Le rapport ne présente pas les affaires de Rotherham, Rochdale, Telford ou Oxford comme des incidents isolés. Il les décrit comme les manifestations d'un même phénomène national, coordonné, systématique. Des réseaux d'exploitation composés quasi exclusivement d'hommes musulmans d'origine pakistanaise qui ont ciblé quasi exclusivement des jeunes filles blanches britanniques, très souvent issues de familles pauvres. L'enquête a identifié des preuves d'activité de ces réseaux dans au moins 149 zones administratives, soit près de 40% de tous les districts du pays. L'affaire la plus documentée est celle de Rotherham. Près de 1500 mineurs, parfois âgés de 12 ou 13 ans, ont été identifiés comme victimes entre 1997 et 2013. À Telford, le chiffre dépasse les 1000. Le mode opératoire est identique d'une ville à l'autre. Des hommes adultes repéraient des jeunes filles vulnérables, souvent issues de milieux précaires ou placées dans des foyers sociaux. Ils les conditionnaient par des cadeaux, de l'attention, de l'alcool ou des substances, en se présentant comme des protecteurs ou des petits amis. Puis les agressions commençaient, et les victimes étaient transmises à d'autres hommes, parfois transportées d'une ville à l'autre. Les frères, les cousins, les amis, les associés. Certains hommes versaient de l'argent aux responsables du réseau pour avoir accès aux victimes. C'est ça le grooming. Le conditionnement préalable à l'exploitation. Tu prends une gamine de 11 ou 12 ans, fragile, en manque d'affection. Tu lui fais croire que tu l'aimes. Puis tu l'isoles. Tu la drogues. Tu l'exploites. Et elle devient un objet qui circule d'un individu à l'autre, d'un réseau à l'autre concernant le profil des auteurs. Le rapport est sans ambiguïté. Environ 87% des personnes condamnées dans les affaires examinées portaient des noms distinctement musulmans. Le docteur Taj Arjay, un imam de la congrégation islamique d'Oxford, estime dans le rapport que la proportion réelle de musulmans parmi les membres de ces réseaux pourrait atteindre 95%. Ces réseaux étaient principalement composés d'hommes pakistanais et musulmans, avec également des groupes plus restreints composés d'hommes somaliens, iraniens, syriens et turcs. Et voici ce qui rend ce rapport différent de tous les précédents. Il affirme que ces réseaux ont opéré non pas en dépit du système, mais avec ce qu'il appelle le consentement actif ou passif des autorités publiques. Pas juste de l'incompétence, pas juste du manque de moyens. Du consentement passif. La peur des accusations de racisme et des préoccupations concernant les relations communautaires ont contribué à l'inaction. Les autorités britanniques savaient. Et elles n'ont rien fait parce qu'elles avaient peur d'être traitées de racistes. Je vais maintenant te résumer un témoignage issu du rapport. Je te préviens, c'est dur, mais c'est nécessaire. Parce que si on ne met pas des mots sur ce qui s'est passé, on ne comprend pas l'urgence de la situation actuelle. Le rapport recueille la parole de plusieurs survivantes. L'une d'elles, que le document nomme Chloé, a vu sa vie basculer après la mort de son père, peu avant ses 10 ans. À 11 ans, elle est emmenée dans un hôtel par des hommes adultes. Le personnel de l'hôtel la voit entrer. Personne n'intervient. Elle reçoit du cannabis. Elle résiste. Elle est frappée. Puis elle est agressée. Elle a 11 ans. Après cette première agression, Chloé commence à boire et à consommer des substances pour ne plus penser à ce qu'elle subit. Elle disparaît pendant des jours, déplacée d'un taxi à l'autre. Droguée et exploitée à répétition à 12 ans, un homme l'emmène dans un cimetière, lui donne du whisky, l'agresse, puis lui inflige des violences physiques tellement graves qu'elle doit se rendre seule aux urgences. Personne ne lui demande comment une enfant de 12 ans a pu subir de telles blessures. Quand elle explique à un policier qu'elle a eu des contacts avec des adultes, on lui demande si elle était consentante. Elle répond qu'elle ne connaît même pas la signification de ce mot. Elle est néanmoins classée comme consentante et décrite dans les rapports de police comme une prostituée. À 12 ans, vers 13 ans, Chloé révèle aux services sociaux qu'elle est exploitée par des groupes d'hommes. La réponse, on lui parle de contraception et de santé. Pas de protection. Pas d'enquête pour une gamine de 13 ans exploitée par des dizaines d'hommes adultes.
À 14 ans, elle est enlevée et disparaît pendant 6 mois. Transportée à travers la Grande-Bretagne de maison en maison, des hommes paient le réseau pour y avoir accès. Sa photo apparaît à la télévision dans les avis de recherche. Certains hommes la reconnaissent et lui disent « Tu es la fille disparue de la télé ». Mais aucun ne la signale aux autorités. Lorsqu'elle est finalement retrouvée dans un véhicule avec un homme, celui-ci est laissé libre et Chloé est ramenée chez sa mère. Quand on lui demande combien d'hommes l'ont agressée au fil des années, Chloé répond « Des centaines, des centaines et des centaines et des centaines ». Plusieurs survivantes affirment avoir été insultées en tant que filles blanches, qualifiées de white trash, de white slag, de viande ou de scouffard, c'est-à-dire des mécréantes. Les agresseurs faisaient une distinction entre les filles de leur propre communauté, qui devaient rester pures pour le mariage, et les filles non musulmanes, considérées comme disponibles pour toute forme d'abus. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le rapport. Ce sont les mots des victimes. Les autres témoignages reproduisent exactement les mêmes schémas. Menaces contre les familles. Vidéos comme moyen de chantage. Certaines ont tenté de mettre fin à leur jour. On a inversé les rôles. On a transformé les victimes en coupables. Et les coupables en personnes qu'il ne fallait surtout pas nommer. Et c'est là que le rapport devient vraiment explosif, parce qu'il ne se contente pas de décrire les faits. Il explique pourquoi le système a fermé les yeux pendant si longtemps. Le rapport identifie un dysfonctionnement qui va bien au-delà de quelques agents négligents. Chaque institution a joué un rôle. C'est un problème systémique. La police a refusé d'enregistrer certaines plaintes. Des preuves ont été perdues ou détruites. Des enfants ont été considérés comme consentantes. Des adultes trouvés avec des mineurs portés disparus ont été laissés en liberté. Et dans certains cas, ce sont les victimes elles-mêmes qui ont été poursuivies pour des délits commis sous la contrainte. Les services sociaux ont placé des enfants dans des foyers déjà identifiés comme des lieux de recrutement. Le rapport souligne le coût de ces placements. 318 000 livres par enfant et par an, soit environ 367 000 euros. Le problème n'était donc pas l'absence de financement. C'était la manière dont l'argent et l'autorité étaient utilisés. Le système de santé a vu les blessures, les infections, les grossesses, les dépendances, les tentatives de mettre fin à leur jour, sans relier ces signes entre eux. Des enfants de 13 ans présentant des signes cliniques alarmants ont été traités puis renvoyés sans signalement. Les chauffeurs de taxi occupent une place centrale dans le système décrit. Les taxis servaient à repérer les filles, à les récupérer devant les écoles et les foyers, puis à les transporter entre les maisons, les hôtels et les villes. Le rapport reproche aux autorités d'avoir renouvelé des licences malgré des signalements. Quand la mère d'une victime, Fiona, décrit les suspects comme des hommes sud-asiatiques, une opératrice de police lui aurait répondu, et c'est dans le rapport, qu'elle ne pouvait pas les appeler ainsi parce que ce serait raciste et qu'elle devrait être heureuse que sa fille découvre une autre culture. Être heureuse que sa fille découvre une autre culture. Sa fille de 13 ans exploitée par des dizaines d'hommes. C'est la phrase la plus glaçante de tout le rapport. Le rapport identifie 4 causes principales. Premièrement, la peur du mot « raciste ». Les professionnels à tous les niveaux avaient peur de nommer le profil des auteurs. Alors ils se sont tus. Pendant des décennies. Deuxièmement, le calcul électoral. Le rapport accuse directement le Parti travailliste. Des municipalités travaillistes et des députés auraient été informés tout en refusant de reconnaître publiquement la nature du phénomène. La dépendance électorale envers certains blocs de vote communautaires musulmans aurait contribué à bloquer les enquêtes. Mais les conservateurs ne sont pas épargnés non plus. Au pouvoir, ils ont poursuivi la même stratégie prudente. Troisièmement, l'idéologie multiculturaliste. Le rapport décrit une organisation clanique fondée sur la famille élargie, la loyauté et la protection de l'honneur collectif. Les hommes se protégeaient entre frères, cousins, amis et partenaires commerciaux. Le rapport énumère 8 doctrines et traditions qui ont pu fournir aux agresseurs un cadre de justification culturelle et religieux. Je ne vais pas les lister toutes, mais le rapport les documente en détail. Ça ne signifie évidemment pas que tous les membres de cette communauté soutiennent ces crimes. Mais nier que le facteur culturel et religieux joue un rôle, c'est exactement ce qui a permis à ces réseaux de prospérer. Quatrièmement, la répression des lanceurs d'alerte. Le rapport mentionne également Tommy Robinson. Présenté comme un militant ayant commencé à documenter ses affaires après l'exploitation d'une de ses proches selon le rapport, ses prises de parole lui ont valu des arrestations répétées, des accusations fabriquées et le gel de ses biens. Les institutions ont acheté des broyeuses de documents pour détruire des preuves dans les unités concernées. Rupert Lowe a décrit ces crimes comme du mal pur, déterminé, sans entrave. Et il a raison. Mais le mal, ce n'est pas seulement celui des agresseurs. C'est aussi celui d'un système qui a choisi de regarder ailleurs, la France. Parce que si tu crois que ce phénomène s'arrête à la Manche, tu te trompes lourdement. Et les chiffres le prouvent. En France, plus de 11 000 mineurs sont identifiés comme victimes d'exploitation. Et ce chiffre est probablement très en dessous de la réalité. Parmi les 340 000 jeunes qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance, environ 15 000 mineurs seraient concernés par des situations d'exploitation,
selon les estimations les plus récentes. L'âge moyen d'entrée dans ces situations est désormais situé entre 11 et 14 ans. 11 à 14 ans. En France, le nombre de victimes recensées a augmenté de 43% en 4 ans. Et le nombre de mis en cause a bondi de 143% entre 2017 et 2023. 143% d'augmentation des suspects. Mais les poursuites restent marginales. Le même schéma qu'en Angleterre. On voit le problème grossir et on ne fait rien. Pour de nombreux professionnels, les établissements de l'ASE ne sont plus des lieux de protection. Ils sont devenus des environnements perméables à l'exploitation. Des mineurs y sont repérés, abordés ou menacés à proximité immédiate de leur lieu d'hébergement. Les foyers pour enfants en France sont devenus des lieux de recrutement. Exactement comme en Angleterre. Le même schéma, les mêmes failles, les mêmes silences, Sénat français l'a reconnu. Officiellement, en juin 2026, une sénatrice a posé une question écrite au ministre de l'Intérieur pour savoir si les services de l'État ont identifié en France des affaires présentant des caractéristiques similaires à celles documentées au Royaume-Uni. Le Sénat pose la question, ce qui veut dire que le phénomène est suffisamment reconnu pour qu'on interpelle le gouvernement. Éric Zemmour, sur le réseau X, a qualifié le document d'un des plus grands scandales de l'histoire récente du Royaume-Uni. Selon lui, en Angleterre comme en France, une politique migratoire radicalement plus stricte devient vitale. Il déplore que peu osent en parler dans le débat public français. Et la France a exactement le même problème structurel que l'Angleterre. Pas de statistiques sur le profil des auteurs. Pas de recensement national des affaires d'exploitation commises en réseau. Pas de vision claire du phénomène. Le rapport britannique le dit, l'absence de données empêche délibérément de reconnaître les modèles criminels. Et le lien avec le refus des statistiques ethniques en France est évident. On est aveugle, par choix. Exactement comme les Britanniques l'ont été pendant 30 ans. Et on sait comment ça s'est terminé pour eux. Et nous, en France, on est exactement au moment où les Britanniques étaient il y a 20 ans. Le moment où on peut encore agir. Le moment où on peut encore nommer. Le moment où on peut encore protéger. Ou le moment où on peut faire comme eux. C'est-à-dire, fermer les yeux. Et réaliser 20 ans plus tard qu'on a sacrifié des générations entières d'enfants sur l'autel de la bienséance. Le choix est le nôtre. Le rapport vient de sortir. Financé par des citoyens parce que l'État a refusé de faire son travail. Parmi ses recommandations, la perpétuité pour les meneurs de réseau, l'enregistrement systématique du profil ethnique et religieux des suspects, l'obligation légale de signalement pour tous les professionnels, l'expulsion de tout étranger condamné, et la poursuite pénale de ceux qui ont fermé les yeux, policiers, travailleurs sociaux, élus. Et si tu as des enfants, si tu as des petites sœurs, si tu as des nièces, sois présent, parce que l'État ne fera pas le travail à ta place. L'Angleterre vient de le prouver, 250 000 fois. Ce rapport doit être lu, connu. En France, en Belgique, au Québec, partout. Partage cette vidéo. Pour les 250 000 filles qui n'avaient personne pour parler à leur place. Et pour celles, en France, qui attendent encore que quelqu'un brise le silence. La connaissance est une arme. Et aujourd'hui, cette arme est une obligation morale. Je te mets le lien du rapport complet en description. Lis-le. Vérifie tout ce que j'ai dit, par toi-même. C'est comme ça qu'on devient libre. Abonne-toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui doit comprendre ce qui se passe. On se voit de l'autre côté.